Bonjour tout le monde, bon jeudi, oui, à ceux et celles qui regardent en direct. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste animateur, notamment chez Weekend Radio et Jeunes Explos depuis maintenant presque 3 ans. On entame la 20e édition et on est très heureux. Jeunes Explos, pour ceux et celles qui connaissent moins, c'est un organisme sans but lucratif qui aide les jeunes, puis les moins jeunes aussi, là, mais vraiment à s'orienter dans leur choix de carrière. On leur donne des guides un peu sans leur mettre trop de pression. On leur offre aussi des occasions d'avoir des stages d'un jour. Donc, c'est vraiment pour aider la jeunesse. Et on organise aussi des webinaires comme celui d'aujourd'hui dans le cadre de la Semaine des technologies de l'information. Merci d'ailleurs à notre partenaire qui est Mon Avenir TI. C'est grâce à justement nos partenariats avec, par exemple, Mon Avenir TI qu'on peut organiser des Je m'oriente en live comme celui d'aujourd'hui. Ceux et celles qui regardent en direct, on a un 30 minutes, donc jusqu'à 13 heures. Je le réitère, si vous avez des questions pour Madame Marie-Ève Vignola, qui est directrice de jeu, donc communément appelée Gameplay en anglais, métier, domaine très, très intéressant, ben, je vous invite à aller marquer en bas du live Facebook, juste dans la boîte de discussion. Moi, je fais le relais, il n'y a pas de questions niaiseuses, évidemment. Marie-Ève Vignola, merci d'être avec nous. J'aimerais savoir, parce qu'on a dit avant le webinaire qu'on allait se tutoyer aujourd'hui, pour toi, pourquoi tu as décidé de venir justement nous parler à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos? En fait, les jeux vidéo, c'est souvent, ça peut être vu de plein de façons. Ça peut être vu comme un hobby, ça peut être vu comme pas vraiment un vrai métier, mais en fait, c'en est vraiment un vrai. Et je pense que c'est important pour les jeunes de savoir un peu dans quoi ils pourraient penser s'embarquer s'ils faisaient le saut en jeu vidéo. Parce que c'est important de comprendre que le jeu vidéo, malheureusement, on ne s'amuse pas toute la journée, on fabrique du fun. Donc, on est vraiment dans l'usine à fun en arrière. Et c'est ça. Fait que je trouvais ça important de venir en parler. Deuxième raison, ben, le jeu vidéo, c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes, donc beaucoup de garçons, et puis on est très peu de femmes. Puis je ne sais pas s'il y a des femmes, des filles qui nous regardent en ce moment, mais je trouvais ça important aussi de montrer que ben, nous aussi, on est capable de sauter à pieds joints dans ce milieu-là. Puis d'ailleurs, c'est un bon point parce que la mixité, la parité, on en parle quand même, j'ai l'impression, de plus en plus. Il y a beaucoup plus d'hommes en général que de femmes. Et selon toi, est-ce que ça tend à changer? Est-ce qu'il y a plus de femmes maintenant quand même un peu qu'il y en avait il y a 5, 10, 15, 20 ans? Ah oui, absolument, absolument. Je me souviens, j'ai commencé en 2007, donc ça fait quand même un petit bout. Puis je me souviens, là, on devait être 4% de femmes. Si par exemple, on exclut tous les gens qui travaillent à la réception, aux ressources humaines, je parle des gens en production, on n'était vraiment pas beaucoup. Maintenant, on parle plutôt, là, on est plus dans les 20, 20 quelques pourcents. Donc, il y a quand même eu une très grande évolution. Évidemment, il y a encore 80%, 75% de garçons, mais je veux dire, la mixité, autant homme-femme, a vraiment changé, puis aussi la diversité, inclusion aussi on a plein de cultures. Je travaille avec des gens qui viennent du Brésil, qui viennent de l'Allemagne, qui viennent d'un peu partout, on parle pas tous la même langue, et puis ça, c'est vraiment le fun aussi, là. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans les 10 dernières années. Donc, il y a une évolution quand même, puis ça veut dire qu'il y a de la place, oui, pour Oui, les jeunes hommes, les jeunes femmes aussi. Puis on va parler absolument. de ton métier, Marie-Ève, directrice de jeu. Bon, directrice, on a une idée quand même. Bon, c'est de la gestion d'organisation, on dirige, mais directrice de jeu, directrice de gameplay, je veux savoir, dans tes mots, là, ta définition, ce serait quoi? En fait, le gameplay, si je traduis en français, c'est la jouabilité. Donc, par exemple, si vous jouez à un jeu vidéo et que vous trouvez que, OK, ça se passe bien, vous comprenez quoi faire, vous appuyez sur les bons boutons, la caméra vous suit bien, ça veut dire que moi et mon équipe, on a bien fait notre travail. Donc, souvent, quand le jeu se passe bien, quand c'est un bon jeu, c'est-à-dire au niveau manipulation du jeu, votre personnage saute au bon moment, les timings sont bons, les feedbacks aussi visuels que vous voyez, ah, il y a un ennemi de ce côté-là, est-ce que je le vois, est-ce que je le vois pas? C'est ça du gameplay. Donc, les règles de jeu, oui, mais vraiment, tout dans la réalisation. euh, Comment on fait ça? Ben, c'est le travail de mon équipe. Moi, je suis directrice de jeu, mais j'ai été à la base, je suis une conceptrice de jeu. Donc maintenant, je dirige des concepteurs de jeux et des chefs concepteurs de jeux. Euh, mais c'est ça. Donc, il n'y en a pas de jeu à ma charge en entier, mais vraiment tout ce qui touche à la jouabilité, où vous mettez vos doigts, sur quel bouton vous pesez, comment la caméra réagit, qu'est-ce que votre personnage fait à quel moment. Ça, c'est mon équipe qui va faire ça.
Ça, c'est l'équipe qui va s'en charger aussi. Puis c'est quand même de quoi d'intéressant parce qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent être engagés pour une journée ou une semaine pour tester des jeux vidéo aussi, parce que quand même, ça prend de la main-d'œuvre pas mal. Mais dans ton cas, Marie-Ève, directrice de gameplay, directrice de jeu, euh, est-ce que tu dirais qu'il y a plus une espèce de, pas routine, mais une structure où les journées changent? Tu sais, une journée ou une semaine typique dans le cadre de ton travail de directrice, ça ressemble à quoi? En fait, ça va dépendre beaucoup du où on est dans le temps de production d'un jeu. Donc, par exemple, un jeu, mettons que ça prend un an à faire. Des fois, ça prend moins, des fois, ça prend plus. Sur un an, au début de l'année, on va vraiment être dans la conception. Donc, dans la conception des systèmes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On veut amener une nouvelle moto dans le jeu. Exemple. On amène une moto, comme, bon, une moto, c'est chouette. Première chose qu'on va faire avec mon équipe, c'est qu'on va aller regarder les autres jeux, les autres jeux qui ont des motos à l'intérieur. Comment ça se contrôle? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va pas bien? On va noter les bons points, tout ça. Et ensuite de ça, on va diriger des prototypes. Donc, on va commencer à faire des motos en 3D qu'on va amener dans le jeu, qu'on va commencer à jouer, mais ça ne sera pas parfait. Et là, mon équipe et moi, on va travailler avec vraiment des programmeurs, des artistes, pour vraiment s'assurer que, bon, mais la moto, est-ce qu'elle réagit bien? Est-ce qu'elle va assez vite? Est-ce qu'elle est capable de sauter? Est-ce qu'elle est capable de faire des vrilles dans les airs en avant, en arrière? Est-ce que quand je fais ça, j'ai les bons effets visuels qui vont avec ça? Donc, si elle explose, ça explose du bleu, rouge, vert. C'est à nous de décider un peu avec les artistes. Euh, et puis, ça prend combien, elle a combien de points de vie, ma moto? Ces choses-là, on va tout définir ça au milieu de la production. Vers la fin de la production, on va vraiment être en phase qu'on appelle de polissage. Donc, la phase de polish. Donc, c'est-à-dire un jeu doit toujours sortir de la meilleure qualité possible. Et là, vraiment, c'est là qu'il y a des gens qui vont venir tester le jeu. On a deux sortes de testeurs, des testeurs de fonctionnalité, donc c'est-à-dire des gens qui vont jouer la moto, vont s'assurer que tout ce que nous, on avait décidé, bon, mais la moto, quand elle explose rouge. OK, ben, eux vont tester, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? La deuxième type de testeurs vont être des gens qu'on va faire venir en studio et qui vont essayer la moto et ils vont nous dire est-ce que c'est le fun ou c'est pas le fun? Eux, ils s'en foutent un peu si ça l'explose rouge ou bleu, mais est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils ont du plaisir à le faire? Est-ce qu'ils ont envie de rejouer avec ça après? Ça, c'est des datas qui sont super importants pour nous, qu'on va aller chercher vraiment vers la fin de la production pour être capable d'améliorer la phase de polish, pour s'assurer vraiment que ce soit parfait une fois que le jeu rentre en marché. Donc, il y a vraiment plusieurs phases comme ça. Donc, une journée typique, malheureusement, je ne peux pas vraiment donner de réponse parce que ça change tout le temps. Et c'est un peu ça la beauté de faire des jeux vidéo. C'est jamais pareil. On s'ennuie pas, puis c'est quand Non. même une très, très bonne chose. Juste pour savoir, Marie-Ève, tu travailles pour quelle entreprise, puis vous travaillez sur quel genre de jeux vidéo? As-tu des exemples que tu peux nous donner? Tu parlais de la moto, mais Oui. concrètement, quel genre de jeu on peut attribuer à ta compagnie puis à toi? Moi, je travaille pour Binox à Québec. Donc, Binox est situé au centre-ville de Québec, dans le quartier Saint-Roch. Et on est un studio Activision. Donc, on travaille sur la franchise Call of Duty. Donc, évidemment, je ne veux pas m'éterniser sur ce jeu-là parce que bon, c'est assez violent, puis je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Mais si vous connaissez la franchise, c'est une franchise qui a maintenant plus de 20 ans et c'est ça. Donc, Très, très on travaille. populaire. Puis, est-ce que, corrige-moi si je me trompe, Marie-Ève, il y a aussi Guitar Hero. Est-ce que c'est Binox, Ubisoft, Activision aussi? Est-ce que c'est ça? Oui, oui, c'est Activision. Guitar Hero est une franchise maintenant qui est moins. Il y a pas tant de Point développement sur d'engouement un cette franchise. peu. Il y a moins d'engouement un peu. Je pense que les gens à l'époque achetaient beaucoup les guitares en plastique et tout, mais je pense que les modes ont changé un petit peu. J'ai aucune idée si la franchise va revenir un jour, mais oui, c'était Activision Très également. populaire. Fait qu'il y a quand même, si on a Call of Duty, qui est un jeu quand même, je dirais, de guerre, jeu style militaire. Puis on a Guitar Hero, qu'on est quand même à l'opposé du spectre, mais quand même, il y a du plaisir dans les deux. Puis c'est grâce à toi, parce que j'imagine la jouabilité, comme tu dis, à être directrice gameplay, c'est un rôle qui est crucial. Puis les outils pour t'aider à justement remplir ton mandat crucial, ce serait quoi ces outils-là? Puis en quoi ils te servent à performer, puis à finalement arriver à faire tes mandats?
Les outils, encore une fois, ça change dépendamment la phase de production. Donc, évidemment, au départ, quand on fait de la recherche et tout, ben, tout ce qui est outils de traitement de texte, de PowerPoint, de choses comme ça, pour nous aider à venir placer des images, parler au directeur artistique, parce qu'en jeu vidéo, on lit très peu. Donc, on documente, mais on documente beaucoup avec des images. On documente énormément avec des vidéos parce que, bon, une image vaut 1000 mots, mais une vidéo en vaut 2000, là. Donc, on va vraiment aller chercher plein de vidéos on va placer dans des outils de PowerPoint, des choses comme ça, où, où on va pouvoir partager un peu qu'est-ce qu'on trouve. Et ensuite de ça, on va se mettre à documenter. Donc, c'est-à-dire écrire qu'est-ce qu'on veut avoir. On lit très peu, mais il faut quand même écrire un peu, là. Donc, ça peut se passer dans des outils de traitement de texte, évidemment. Nous et plusieurs autres compagnies de jeux vidéo utilisent Confluence. Donc, Confluence, c'est un espèce de moteur web qui est tout sécurisé. Personne ne peut rentrer là-dedans, là. Où vraiment sous le principe de page web, on va aller écrire qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire. Donc, par exemple, moi, je vais me faire un espace ma moto, comme je parlais tout à l'heure. Bon, ben, ma moto, OK, le visuel de ma moto est dans un dossier, l'autre visuel est dans l'autre dossier et tout. Et on va vraiment s'arranger pour tout, tout placer au même endroit pour que n'importe qui dans l'équipe, parce qu'on est beaucoup à faire le même jeu vidéo, n'ait pas de difficulté à trouver l'information et surtout à la lire. Et bien sûr, la lecture se passe en anglais. Donc aujourd'hui, on se parle en français, mais 95% de mon travail se passe en anglais parce que, comme je disais tout à l'heure, on travaille avec des gens de partout dans le monde. Donc, c'est un peu la langue centrale. Et Et pour arriver sinon, oui. travailler dans... Ah oui, vas-y, Marie-Ève, tu allais ajouter aussi concernant les Non, outils. la petite chose, un des outils, en fait, c'est propre à chaque compagnie, mais chaque compagnie a ses engins de jeu. Donc, pour faire un jeu vidéo, évidemment, c'est beaucoup de programmation et on travaille dans un engin. Euh, Nous, on a un engin propriétaire. D'autres compagnies utilisent des engins existants comme Unity, Unreal, si vous en avez déjà entendu parler. Ben ça, moi, maintenant, en tant que directrice, j'y touche moins à ces engins-là. Euh, mais les gens avec qui je travaille ont les mains dedans tout le temps, là. Donc, eux, c'est des outils pour eux qui vont leur permettre d'aller vraiment jouer dans certains paramètres. Et c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais c'est quelque chose que on peut apprendre sur Unity, sur Unreal, des logiciels qui sont existants et des connaissances qu'on peut transférer là, dans les engins propres à chaque compagnie. Voilà. On peut le transférer aussi. Puis au niveau, Marie-Ève, de la formation des études pour devenir d'une part directrice de jeu de gameplay, mais aussi juste travailler dans le monde des jeux vidéo. J'aimerais ça que tu nous parles, s'il te plaît, de ton parcours académique, que ce soit les études secondaires, cégep, université, mais de ton regard, là, les études, la formation, ça ressemblait à quoi? Ça dépend toujours qu'est-ce qu'on veut devenir en jeu vidéo. Donc, moi, je suis dans le domaine de la conception du jeu vidéo. Donc, mon parcours est un peu étrange, là. Donc, j'ai un baccalauréat en arts plastiques. Ça n'a aucun rapport. Mais euh, pendant mon baccalauréat en arts plastiques et même avant, je travaillais en animation, mais en animation pas dessin animé, mais en animation, bon, j'ai été clown pendant longtemps, j'ai été mascotte, j'ai été vraiment plein de choses. Et ça m'amenait à créer des jeux, beaucoup avec les enfants, mais des fois avec les adultes. J'animais beaucoup de parties de bureau, des choses comme ça. Puis j'en inventais énormément. Puis au même moment, ben, le jeu vidéo est comme arrivé un peu dans ma vie. J'étais pas une grande gamer à la base, euh, mais fabriquer le jeu vidéo, ça m'intéressait. Donc, après mon baccalauréat en arts plastiques, moi, je suis allée faire un cours une attestation de collégiale en conception du vidéo au Cégep Limoilou. C'est un des parcours. Il y a d'autres parcours possibles. Donc, il y a des parcours au collégial, comme moi j'ai fait. Il y a des parcours aussi à l'université. Donc, je sais que l'Université de Sherbrooke, entre autres, offre des concentrations en conception du vidéo. Il y a des parcours dans les collèges privés, donc Collège Barthes, entre autres, en propose. Et la force de ces programmes-là, c'est qu'à la fin, il y a toujours un stage.
Et c'est pas un stage d'un jour, c'est un stage de 3 mois, 4 mois, des choses comme ça. C'est ce qui m'est arrivé. Donc après, je me suis placée en stage et puis ben par la force des choses, j'ai continué. Et puis oui, j'ai atteint un titre de directrice, mais ça c'est vraiment parce que moi ça m'intéressait de gérer des gens. C'est pas tout le monde que ça intéresse. Il y a des gens qui préfèrent être vraiment experts dans quelque chose et c'est correct aussi là. Mais quand même, le stage, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, Marie-Ève, mais c'est une belle occasion aussi de, tu sais, sans grands engagements dès le départ, de regarder concrètement est-ce que le domaine du jeu vidéo, par exemple, c'est fait pour moi. Puis j'en profite pour dire, on est à mi-chemin à Je m'oriente en live avec Jeunes Expos. Si vous avez des questions pour Marie-Ève Vignola, qui est directrice de jeu, directrice de gameplay chez Binox, allez-y. Et justement, Isabelle demande dans le live Facebook, bonjour, c'est quoi les métiers les plus demandés, les plus en demande dans le domaine du jeu vidéo? La programmation. Donc, tous ceux qui sont en programmation, c'est ce qui est le plus demandé. Donc, il y a plusieurs langages de programmation, mais je veux dire, c'est ça. Au niveau de la programmation, c'est ce qu'on demande le plus parce que tout simplement, au niveau, par exemple, de la conception, ben, moi, une personne, je peux avoir une idée de jeu ou une idée de mécanique, mais ça me prend plusieurs programmeurs ou programmeuses pour faire cette idée-là. Donc, juste par cette proportion-là, on a besoin de plus de programmation. Et aussi ce qu'on appelle le VFX, donc tout ce qui est les artistes d'effets spéciaux. Donc, ce sont des métiers qui sont hautement en demande. Voilà. Quand on parle de programmation, de programmeur, ça fait quoi ça concrètement un programmeur? Un programmeur, en fait, ça va prendre l'idée du concepteur et ça va le faire dans le jeu. Donc, c'est quelqu'un qui va être dans l'engin, qui va vraiment travailler avec les différents langages de programmation pour réussir à faire à faire rouler la moto, comme je parlais tout à l'heure. Et puis, et qui va encore travailler avec les concepteurs pour la faire aller plus vite, pour la faire exploser, pour la faire tourner, ces choses-là. Parce que le concepteur, lui, a l'idée dans la tête, mais le programmeur, lui, exécute, si on veut, l'idée et bien sûr apporte aussi son point. C'est toujours une très, très belle discussion entre les concepteurs, les programmeurs. Une belle discussion aussi. Très bonne question d'ailleurs de la part d'Isabelle. Si vous en avez, je vous encourage à l'inscrire dans le direct Facebook, le live. Puis moi, je fais le relais à Marie-Ève Vignola, qui est directrice de jeu, directrice de gameplay chez Binox. Pas de questions niaiseuses, vraiment au contraire. Toutes les questions sont bonnes. Puis on parlait au début du Je m'oriente en live avec Jeunes Expo, Marie-Ève. Ça fait que des fois, les gens ont l'impression que lorsqu'on travaille dans le domaine du jeu vidéo, pas un vrai boulot, c'est pas un vrai domaine. J'aimerais ça qu'on aille plus loin là-dedans. Selon toi, pourquoi on entend cette espèce de préjugé-là? Il y en a sur à peu près tous les domaines, en fait, tous les domaines carrément, tous les emplois, mais pourquoi, selon toi, on dit ça parfois du domaine du jeu vidéo? Parce que notre travail, c'est de créer du fun. Et ben, c'est sûr qu'on crée du fun, on sauve pas de vie, nous, là. On crée du plaisir, on crée de l'entertainment et c'est un métier qui est jeune quand même. Donc, c'est-à-dire, c'est depuis le 2008, ça commence à être plus vu, mais c'est pas quelque chose comme, par exemple, réalisateur de films qui existe depuis 1900, 1800, quelque chose. C'est vraiment un métier qui est plus jeune. Puis je pense que les gens n'ont pas nécessairement une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est faire un jeu vidéo. Et c'est normal, c'est vraiment compliqué à expliquer. Et c'est ça. Puis souvent, quand on voit, deux fois, on voit des reportages aux nouvelles, des choses comme ça, sur un jeu vidéo. Et là, on voit, oui, on a des grandes cafétérias avec des tables de baby-foot. Puis là, les gens jouent au ping-pong, puis on a donc bien du fun. C'est vrai, on a une table de ping-pong, des tables de baby-foot, puis des machines d'arcade. C'est vrai. Mais au final, on fabrique des jeux vidéo. Et souvent, notre mentalité, c'est vraiment, ben, pour faire du fun, il faut en avoir aussi. Donc, c'est vrai. Il faut, c'est un mindset, en fait, à développer. Par contre, moi, j'ai enseigné aussi au Cégep Limoilou comme en conception de jeux vidéo pendant 6 ans. Et j'avais deux types d'étudiants à chaque fois. C'est des étudiants qui aimaient les jeux vidéo, mais ceux qui ont resté dans le domaine étaient des étudiants qui aimaient faire des jeux vidéo, parce que ce n'est pas la même chose. Aimer les jeux vidéo, ça c'est une passion, mais aimer faire des jeux vidéo, c'est vraiment être dans la rigueur, dans le technique et tout. Puis
c'est ça. C'est pas nécessairement tout le temps le fun, mais on a du fun. Mais Ben, c'est ça. c'est un peu comme un chef cuisinier qui va pas Oui. manger les repas qu'il fait, mais c'est la passion de la cuisine, puis vous, c'est quand même la passion du jeu vidéo. Puis justement, je sens pour toi, Marie-Ève, que c'est un domaine qui te passionne, que tu as à cœur, comme, pas juste comme directrice, mais comme personne aussi. Puis encore, je veux savoir, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ton domaine puis ton métier? Parce que des fois, on a tous et toutes des mauvaises journées. Moi, le premier aussi, c'est humain. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu reviens toujours le lendemain avec le sourire au bureau, au travail? C'est quoi, selon toi, qui est le plus valorisant dans le métier? Euh, Deux choses. De voir les gens fiers d'avoir accompli quelque chose. On dit souvent, ah, rien n'est impossible, mais beaucoup de choses sont difficiles. Par exemple, quand on pense à une innovation en jeu vidéo, hey, on pourrait inventer telle chose. Et là, justement, l'équipe de programmeurs sont comme, ben non, ça se peut pas, on n'a jamais fait ça et tout. Puis ensemble, on travaille, puis quand on réussit, hey, la célébration qu'on a, c'est incroyable. On est tellement contents et tout, puis on se rappelle pourquoi on est là. Parce que le jeu vidéo, ça fait tellement longtemps que ça évolue. C'est, je veux dire, on est parti de Mario Bros 1, là, pour ceux qui connaissent. Puis là, on est rendu à justement des jeux ultra réalistes comme Call of Duty. Mais pour arriver là, il a fallu innover. Puis innover, c'est vraiment pas facile. Mais toutes les petites victoires qu'on célèbre comme ça, moi, c'est ça qui me ramène tout le temps. Puis la deuxième chose, c'est quand on fait venir des joueurs au studio, puis ils jouent, ils essayent quelque chose, et de voir qu'ils ont du plaisir, de voir un sourire dans leur visage et de répondre aux petits sondages après qu'ils ont bien compris la mécanique, ben, euh, ça m'aide. C'est ça. Ça me motive tout le temps, puis ça garde la passion allumée. C'est valorisant. Puis d'ailleurs, cet intérêt-là, Marie-Ève, pour le domaine des jeux vidéo, parce qu'on a parlé de ton parcours baccalauréat en arts plastiques quand même, et tous les chemins mènent à Rome, on s'entend. Oui. Mais c'est quoi le moment où tu as su que tu étais effectivement à la bonne place? Parce que tu aurais pu aller dans le domaine du jeu vidéo puis te rendre compte justement, ah, mais j'aime plus jouer aux jeux vidéo que travailler sur un jeu vidéo. Mais c'est quoi là où les moments qui ont fait en sorte de te confirmer que tu étais sur ton X? Euh, Durant ma formation en jeux vidéo, puis durant les premières années que j'ai commencé à travailler en jeux vidéo, c'est vraiment c'est l'aspect un peu, là, je vais dire psychologique, mais c'est un gros mot, là. C'est le fait qu'il faut être dans la tête du joueur. C'est vraiment concevoir des systèmes que le joueur va comprendre. Et moi, c'est ça qui est venu m'accrocher. Parce que ça m'intéresse énormément, tu sais, de voir comment les gens pensent. Et là, je parle de les gens en général. J'ai fait du jeu pour enfants, entre autres. Et ça a été super accrocheur, là, dans ma plus jeune carrière. J'ai fait beaucoup de jeux pour enfants. Comprendre comment un enfant de 7 ans joue à un jeu, euh, là, moi, j'étais, OK, il faut vraiment que je change mes systèmes. L'enfant, il ne sait pas nécessairement lire. J'ai des enfants, par exemple, qui ne différencient pas toutes leurs couleurs, ces choses-là. Ça m'a donné un paquet de contraintes, mais en même temps, je trouvais ça tellement motivant. Et c'est là que j'ai réalisé que ce que j'aimais, c'était faire des jeux vidéo, que les gens allaient comprendre et qu'ils allaient avoir du plaisir à jouer et pas nécessairement jouer à des jeux vidéo. Je joue à des jeux vidéo, mais pas tous les soirs. C'est vraiment pas, vraiment pas. Mais, euh, mais c'est ça. C'est vraiment l'aspect, rentrer un peu dans l'aspect psychologique du joueur. Qu'est-ce qu'il aime pas? Pourquoi? C'est qui notre persona? Un persona, en fait, c'est un genre de public cible qu'on s'imagine dans notre tête. C'est qui? À quoi il joue? C'est quoi ses autres jeux? Y a-t-il une famille? Il prend l'autobus? Des choses comme ça. Puis ça fait en sorte que ça rend le travail de conception vraiment plus profond. On ne fait pas juste penser à un jeu de moto, mais on pense à un jeu de moto pour cette personne-là. Moi, c'est ça que je trouve le fun. C'est intéressant, puis ça veut dire qu'il y a un aspect très humain et chaleureux même à ce métier-là. Puis il reste 5 minutes environ, je vois le temps qui file, c'est très, très intéressant. On pourrait passer bien plus que 30 minutes là-dessus. J'en profite pour dire, c'est comme le last call, le dernier appel. Si vous avez des questions pour Marielle Vignola, qui est directrice de jeu gameplay chez Binox, allez-y, et il n'y a pas, ça n'existe pas les questions niaiseuses. Au contraire, elles sont toutes bonnes. Alors gâtez-vous, je les mets en priorité. J'aimerais savoir au niveau des conditions, Marie-Ève, parce que le jeu vidéo, ça a probablement changé. Il y a quelques années, on disait que bon, il fallait travailler beaucoup. Des fois, c'était des heures de tombée très serrées. Il y en a dans mon domaine aussi, donc je comprends. Mais pour un jeune ou une jeune qui arrive dans le domaine, selon toi, les conditions peuvent ressembler à quoi? Autant au niveau
du salaire de base, tout dépendant de l'emploi, juste que je ne sais pas, au filet qu'on peut avoir, les bonus, tout ça, les espèces de petits cadeaux aussi, puis le bien-être. C'est quoi les conditions environ dans le domaine du jeu vidéo? Je ne pourrais pas me prononcer pour le salaire parce que c'est très propre à chaque entreprise. Même si je vous disais un chiffre, probablement que ça, 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 ce serait différent d'une entreprise à l'autre, mais c'est quand même des emplois qui sont bien payés. Donc, ça va quand même de ce côté-là. Euh, j'ai fait quelques entreprises et toutes les entreprises offrent toujours bon, des assurances. Toutes les entreprises ont des clubs, ont un club social, par exemple, où on fait plusieurs activités, ces choses-là. Certaines entreprises ont des bonus, certaines non. Ça dépend de la philosophie de l'entreprise. Ça dépend aussi sur quel jeu on travaille. Donc, évidemment, pour avoir un bonus, le jeu doit être rentable. Donc, rentable, qu'est-ce que ça veut dire? Il doit avoir fait beaucoup de ventes, donc avoir généré des profits pour pouvoir faire profiter les employés de des bonus. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est promis aux gens, mais c'est quelque chose qui existe dépendamment des compagnies. Évidemment, comme je disais tantôt, la plupart des compagnies ont des tables de baby-foot, des tables de ping-pong, des collations, des drinks. On est vraiment gâtés là, de ce Ça m'amuse. côté-là. C'est pas vraiment un avantage social, mais c'est un beau Ben plus, oui, puis on est c'est content. c'est Ouais. un plaisir quand même. Puis, j'aimerais aussi savoir pour un jeune ou une jeune qui veut aller dans le domaine du jeu vidéo, tu sais, on s'améliore tout le temps, c'est la beauté de l'humain aussi, de l'être. Mais selon toi, Marie-Ève, c'est quoi les qualités qu'on devrait tenter, pas d'avoir là maintenant, mais de justement pousser, peaufiner pour être bien dans le domaine du jeu vidéo? Premièrement, être bon en anglais. Donc, ça a l'air assez de base, là, mais n'importe quel métier, tout métier confondu, doit être bilingue Parce en qu'il y a jeu beaucoup de vidéo. termes anglophones, j'imagine. Oui. Et on travaille avec plusieurs autres compagnies qui sont ailleurs. Parfois, sont à Toronto, des choses comme ça. Donc, l'anglais est un must. Et puis, c'est ça. Et aussi, c'est être bon communicateur aussi, être capable de bien exprimer ses idées. Donc, avoir une idée dans la tête, c'est bien, mais être capable de bien l'exprimer de façon concise, faire des présentations. Ces gens qui sont bons en présentation orale, souvent, vont être avantagés de ce côté-là parce qu'on a souvent à présenter nos idées, notre travail à nos collègues parce que c'est un énorme travail d'équipe. Travail d'équipe. Donc, il n'y a aucun jeu vidéo qui se fait tout seul, sauf quelques exceptions, là. Mais on est vraiment beaucoup. Donc, savoir travailler en équipe avec des gens extrêmement différents de soi. On ne choisit pas son équipe. Donc, c'est d'être accueillant, pratiquer un peu, tu sais, tout ce qui est l'inclusion aussi à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup regardé là, par les compagnies. Euh, qu'on puisse être tous diversifiés, mais tout autant créatifs. Tout autant créatif. Donc, l'anglais, quand même, notamment, c'est une bonne base aussi pour avoir un pied dans le domaine du jeu vidéo. Puis, en terminant, justement, Marie-Ève, avant de te remercier pour ton temps, c'est très apprécié. Ce serait quoi ton ou tes conseils pour les jeunes qui nous regardent à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos puis qui veulent carrément aller dans le domaine du jeu vidéo ou juste qui sont curieux d'en apprendre plus? C'est quoi tes conseils? Mes conseils, en fait, sur Internet, il y a un paquet de blogs. Allez lire. Bon, beaucoup en anglais, mais bon, ça va vous pratiquer. Donc, beaucoup de blogs, beaucoup de vidéos YouTube aussi. Moi, je regarde des streamers jouer aux jeux vidéo, surtout ceux qui parlent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils disent beaucoup qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans ce jeu vidéo-là. Allez faire ça. Allez voir Twitch, allez voir YouTube Gamer, ces choses-là. Et puis, surtout, lâchez pas. C'est pas facile nécessairement de se trouver un emploi en jeu vidéo. Il y a beaucoup de demandes, mais c'est pas les grandes portes ouvertes non plus. Moi-même, ça m'est arrivé d'avoir 2 refus au début de ma carrière, puis j'ai continué, j'ai pas lâché. Euh, Puis si vraiment vous vous approchez de votre but, ben, essayez de rencontrer certaines personnes qui font partie de ce milieu-là. Pour les gens qui sont un petit peu plus vieux, il y a des événements aussi de réseautage qui sont organisés par plein d'organismes. Surveillez la guilde de jeux vidéo, les pages Facebook diverses. Il y a plein de choses. Puis soyez pas gênés. Pointez-vous là. Puis il y a tout le temps des gens qui vont être super contents de vous parler de leur métier. C'est très bien dit. Ben, c'est à ton image aussi, Marie-Ève Vignola, pour ton temps. Je te remercie beaucoup, Marie-Ève, qui est directrice de jeu, directrice de gameplay
chez Binox. Un gros merci pour ton temps. Merci à Maude, à la technique. Merci à tous ceux et celles qui regardent en direct et qui vont, dans l'avenir, regarder également le Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. On est là aussi plusieurs fois là, par semaine en webinaire sur d'autres sujets. N'hésitez pas à envoyer le Je m'oriente en live, oui, aujourd'hui à des amis, des proches. Et ben, Marie-Ève, encore une fois, je te dis un gros merci au nom de l'équipe de Jeunes Explos pour ton temps. Puis à très bientôt. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'est super. Ça fait plaisir. Bye bye.